Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin pour une émission exceptionnelle dédiée à la Journée de la femme. Nous avons choisi, pour célébrer cette journée, d'accueillir sur ce plateau une femme hors du commun, Marion Chéniaud-Dupuy, lauréate du prix Terre de Femmes 2019 pour son action de nettoyage de l'Everest. Cette amoureuse de la nature, disciple de Bokar Rinpoché, est la seule européenne à avoir gravi 3 fois ces sommets. Alors qu'en est-il plus précisément des principales étapes de son parcours ? En quoi sa rencontre avec son maître a-t-elle été décisive ? Qu'en est-il de son action auprès des nomades tibétains ? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre avec notre invitée. Marion Chéniaud-Dupuy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps. Nous sommes vraiment très, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Alors, je rappelle que vous êtes une disciple du maître tibétain Bokar Rinpoché. Vous avez d'ailleurs intégré son monastère à l'âge de 18 ans. Vous êtes ensuite devenu guide de montagne en Himalaya. Vous accompagnerez les populations nomades dans différents projets éducatifs sur les hautes steppes du Tibet. Et vous êtes également la première femme, je le disais, européenne à gravir 3 fois l'Everest et à l'origine du projet Clean Everest, une opération annuelle de nettoyage des déchets de cette montagne qui est aujourd'hui devenue un modèle réplicable d'ailleurs sur d'autres sommets d'Himalaya. Alors, Marion, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte vous avez grandi ? Alors, j'ai grandi en France. Jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais en Dordogne, chez mes parents. Et là, j'ai été immergée en fait, dans un mode de vie, loin de la société de consommation, où les apprentissages étaient complètement tournés vers la nature. Et c'est ce lien avec la nature qui commence en fait comme un fil à se dérouler dès mon enfance, en fait, tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez eu une prise de conscience très forte lorsque vous êtes rendue la première fois à Calcutta. C'était dans quel contexte ? Racontez-nous. Alors, à l'adolescence, à 16 ans, je pars avec ma meilleure amie, Anna, qui est la fille d'un docteur anglais qui est médecin des rues. C'est d'ailleurs lui qui a inventé la street medicine, la médecine de rue. Et il soigne en fait les patients sur les trottoirs de Calcutta. Donc on découvre avec lui la vie de ces personnes les plus démunies. Et alors que j'avais un peu de mal en fait dans mon enfance à me connecter aux autres, parce que j'avais ce lien si fort à la nature, mais l'humain n'était pas vraiment encore entré dans mon champ de connexion. Et là, à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait l'autre, c'est moi c'est l'autre, que la souffrance en fait on la partage, que la maladie, la vieillesse, la mort, même sur ces trottoirs de Calcutta, j'en faisais partie. Et j'ai eu une sorte d'ouverture, en fait, la connexion à l'autre a commencé à grandir à ce moment-là. Puis après, elle n'a jamais cessé de vouloir, en fait, m'appeler comme étant le chemin que je devais suivre toute cette vie. Donc j'ai cherché, en rentrant en France, après ce fameux été à Calcutta, à trouver des voies d'apprentissage pour l'ouverture du cœur, d'être concerné vraiment par les autres et en faire un chemin. Et je ne trouvais pas. Donc finalement, j'ai décidé de retourner à Calcutta. Je suis devenue bénévole pour 6 mois, cette fois-ci, dans une clinique de léproserie. Et là, j'ai vu en fait que j'étais submergée par cette résonance de la souffrance de l'autre. J'arrivais à me connecter, mais en fait, cette souffrance, elle était trop grande. Et au fil des années, je sentais que ça pouvait en fait devenir une sorte de détresse et que je ne pouvais pas tenir sur la durée. Donc j'ai souhaité vraiment apprendre ce que les médecins de ces cliniques me montraient, c'est comment, par la compassion, en fait, arriver à reconnecter avec ses ressources intérieures pour en fait rentrer en action et donner aux autres. Et c'est ça que j'ai cherché après dans les monastères. Alors, c'est à ce moment-là que vous rencontrez votre maître, Bokar Rinpoché. Comment s'est déroulée cette rencontre ? Alors, j'étais donc à Calcutta, j'ai pris le train, je suis allée à Darjeeling. Et là, il enseignait un séminaire de méditation tous les mois de novembre. Et en novembre 98, je suis allée donc, pour le rencontrer. Et j'ai suivi ce séminaire, j'ai appris à méditer avec lui. Et ensuite, 6 mois plus tard, je lui ai demandé la permission si je pouvais rester à côté de son monastère pour recevoir une formation plus complète afin de devenir après me mettre au service en fait des autres, du vivant, des humains, des animaux, des végétaux même. Et il a accepté.
Donc notre lien, c'était donc je me formais à la compassion et j'ai souhaité en fait après pouvoir sortir de ce monastère de Méric pour agir dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Au bout de 4 ans, je suis partie et je suis allée au Tibet. Alors, avant ça, il faut quand même préciser que vous n'êtes pas parti n'importe comment. C'est parce que Bokar Rinpoché lui-même vous avait confié quelque chose, une forme de mission en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il a émis un souhait. Son souhait, c'était d'aider des populations nomades de la région natale, côté du mont Kailash, de ce maître Bokar Rinpoché, qui était en phase de passer d'un mode de vie traditionnel nomade, éleveur nomade, à un mode de vie nomade moderne. Et pour que cette transition se passe plus en douceur, il souhaitait qu'il y ait des projets qui soient montés au Tibet, donc au cœur même de sa région natale, pour faire cet accompagnement. Voilà comment, à l'âge de 22 ans, je suis partie donc dans les régions les plus reculées du Tibet, en étant basée à Lhasa, étudiante. Et pendant 5 ans, donc avec les ONG locales et internationales, on a monté toutes sortes de projets. Donc c'était votre manière à vous de concrétiser ce souhait en quelque sorte, hein. Voilà, c'était la concrétisation du souhait de Bokar Rinpoché, donc en amenant des cliniques, des écoles, des jardins potagers, des formations professionnelles. Ce point de départ en fait de la mission de Bokar Rinpoché, c'était d'aider à travers l'éducation. En attendant, vous n'avez pas perdu votre temps puisque vous avez commencé à découvrir l'alpinisme. Déjà, je suis guide de trekking au Tibet, donc j'habite à Lhasa, c'est à 3650 mètres d'altitude, et je vais jusqu'à 4005-5000 mètres couramment pour soit reconnaître des nouveaux itinéraires de trekking, soit accompagner ces fameux itinéraires avec des groupes qui viennent de l'étranger pour voyager au Tibet. Et j'apprends aussi à vivre dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire que je passe pas tout à fait la moitié de l'année sous la tente, mais pas loin quand même. Et petit à petit, je me forme en fait avec les guides de haute montagne de Lhasa à aller encore plus haut en fait sur les glaciers à 6000, à 6005, 7000, 8000, voilà, sur différentes expéditions pour être formée en fait aux techniques de sécurité en montagne et pour devenir potentiellement guide de montagne. Sauf qu'en fait, à cette période, la mission qui m'est donnée par une agence d'expédition tibétaine, c'est vraiment de les aider en fait à reconnecter les pratiques de haute montagne du métier donc des guides tibétains à leurs valeurs, des principes bouddhistes, qui est la protection de la montagne, donner, recevoir, la compassion envers la nature. Donc ça, c'était des valeurs qui étaient déjà présentes, mais qui n'étaient pas encore vraiment matérialisées à travers des projets concrets qui permettaient au quotidien, en fait, se reconnecter à ces valeurs. C'est vraiment des conditions compliquées. Oui, alors plus on monte, moins il y a d'oxygène, plus les conditions sont extrêmes, les changements de météo brutaux. Il y a donc des longues périodes d'attente. Donc pendant une expédition sur l'Everest, on reste à peu près 2 mois. Donc ça permet aussi de pouvoir méditer tranquillement sous sa tente et pendant des longues périodes. Donc ça, c'est excellent pour la contemplation. Mais c'est aussi un bon entraînement aussi pour le corps, en fait, qui est exposé à toutes sortes de changements, en fait, de très chaud à très froid. Enfin, oui, parce qu'en fait, sur les glaciers, parfois, avec la réverbération du soleil sur la neige, en fait, il y a des périodes de la journée où il fait tellement chaud, en fait, qu'on sue sous notre combinaison en plumes. Et voilà, plus on monte, en fait, plus les extrêmes sont là. On est confronté à la mort. Il y a des cadavres un peu partout. Et puis, ouais, je découvre aussi les déchets qui sont là sur l'Everest à ce moment-là. Alors justement, on va y venir, mais avant, j'aimerais qu'on évoque cet épisode très particulier. Lorsque vous arrivez au sommet de l'Everest et vous plantez un drapeau, quelle est la signification, Marion ? Alors ce drapeau, c'est un drapeau un peu particulier. Il vient du Karmapa, le 17e Karmapa, qui a écrit une prière pour la protection de la Terre contre les catastrophes naturelles.
Et c'est avant l'expédition, en 2013, la première fois qu'il y a une expédition 100% tibétaine qui se monte, qui souhaite en fait poser en fait comme symbole de leur expédition la mise au sommet du drapeau du Karmapa pour la protection de la terre. Alors d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que le Karmapa a rédigé une charte environnementale. Pour la protection des montagnes, la charte écrite par le Karmapa a été un petit peu réadaptée, ce qui nous a permis en fait donc d'intégrer ces valeurs tibétaines et de les mettre en application sur la montagne. Alors, vous vous attelez à un projet d'envergure intitulé Clean Everest, qui est absolument phénoménal. Dites-nous comment ce projet s'est lancé. En 2016, munis de notre fameuse charte environnementale, on commence le grand nettoyage. Donc là, à partir de 5200 mètres, on commence à enlever donc les déchets étage par étage, donc camp par camp. Donc il y a un camp à 6500 mètres, qui est là où il y a vraiment un dépotoir de déchets. On trouve des canettes, des conserves, des recharges de gaz, aussi des vieux crampons, des toiles de tente qui sont laissées. On trouve sur les pentes de l'Everest jusqu'au sommet 10 tonnes de déchets qui sont enlevés donc étape par étape. Et les plus difficiles à enlever, c'est ceux qui sont au-dessus de 7000 mètres. Il n'y a plus que les professionnels, en fait, du personnel Sherpa ou népalais tibétains qui peuvent redescendre des sacs remplis de déchets. Ils sont payés au kilo, donc c'est une opération qui s'appelle Cash for Trash. Une fois qu'ils ont redescendu tous ces kilos de déchets à 6500 mètres, il y a les yaks qui viennent. Donc une cinquantaine ou une centaine, en fait, ils font plusieurs rondes au cours des expéditions pendant les 2 mois. Ils redescendent les sacs de déchets. Du camp de base, où on pèse encore les déchets, on les trie, en fait, ceux qui vont être recyclés, ceux qui vont être amenés à la décharge locale. Donc ceux qui vont à Lhasa par camion pour être recyclés. Après, ceux qui vont à la décharge locale. Et une fois qu'ils sont à Lhasa, on les traite en fait dans le musée de la montagne où ils sont transformés pour un certain nombre, en tout cas de ces déchets, en installations d'art contemporain. Et ils servent aussi à faire des ateliers pour les jeunes Tibétains, les sensibiliser à ce problème de la pollution, parce que c'est pas que sur l'Everest, c'est vraiment aussi sur tous les lieux de pèlerinage, notamment autour du mont Kailash ou d'autres sites où il y a beaucoup de Tibétains qui y passent. Il y a de très nombreux déchets. Et on pourrait se demander maintenant, justement, quelles sont vos aspirations? Alors oui, de continuer à justement sensibiliser à la question des pollutions sur d'autres sommets et aussi de réaliser vraiment pleinement le souhait de Boga Rinpoche, qui était de créer donc un lieu de collecte de savoir nomade. Donc il y a tout un institut en fait qui est en train de se monter depuis 2016, qui est le grand projet en fait que je souhaite soutenir à l'avenir. C'est vraiment cet accompagnement des nomades sur le haut plateau tibétain. Merci infiniment, Marion Chéniaud-Dupuy, et encore bravo pour votre action. Merci. Et si vous souhaitez approfondir ce thème passionnant, voici quelques conseils de lecture. Avec tout d'abord Respire, tu es vivante, de Lhasa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle aux éditions Massot. Vous retrouverez dans ce très beau récit comment, grâce à ses connaissances et à ses contacts dans le milieu, Marion Chéniaud-Dupuy a pu mobiliser toute son énergie pour convaincre les acteurs de l'Everest du bien fondé de sa démarche et créer l'organisation Clean Everest. Une véritable et magnifique aventure humaine, écologique et spirituelle, utile à l'humanité. De la Matcheki, publié aux éditions Claire Lumière, Boka Rinpoché, le précieux maître de Blanche Colline. Un hommage composé d'une biographie, de ses souvenirs, des anecdotes, de poèmes, le tout illustré par un ensemble de très belles photos. Et enfin, toujours aux éditions Claire Lumière, Les Splendeurs de Tara. Vous retrouverez dans ce livre magnifique un commentaire détaillé sur sa louange, de nombreuses prières composées par différents maîtres, le tout accompagné d'une très belle iconographie. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle semaine.